L'école de Crolly, un programme pour la vie. C'est à l'intérieur qu'il faut enfumer, c'est pas nous, parce qu'après on va plus rien y voir. Oui, regardez, vous avez des choses très intéressantes à voir. Ouais, vous avez toutes les lèvres qui sont en train de se transformer. Faites attention de ne pas écraser les abeilles. Oui, là elle est déjà complètement transformée en lèvres. Au sein de l'école de Saint-Mandé, située face au bois de Vincennes, les méthodes pédagogiques découlent des principes élaborés par Ovide de Crolly. Ce médecin devenu pédagogue fonde une école à Bruxelles au début du XXe siècle. Il participe activement à la fondation d'un mouvement international d'éducation nouvelle qui se développe et s'organise au lendemain du premier conflit mondial. Créée en 1946, l'école publique de Crolly du Val-de-Marne est unique en France. Elle doit d'ailleurs son maintien au combat vigilant des parents et des enseignants, associés dès les origines à l'organisation de la scolarité. De la maternelle au collège, dans un lieu ouvert sur l'extérieur, petite communauté à échelle humaine, l'enfant est pris dans sa globalité, avec son histoire, ses différences, son rythme de développement, sa propre personnalité, riche de ses expériences et de son vécu. La classe est partout, à la cuisine, au jardin, au champ ou à l'usine. Dans cet atelier de travail, l'élève agit et construit son savoir aux côtés des enseignants qui l'observent pour le guider dans ses apprentissages. Alors vous, Jean-Paul Morlet, c'est un peu particulier. Vous êtes le fils des fondateurs de cette école. Oui, j'ai cet honneur. Donc René et Annette. Et c'est Annette qui avait été élève à l'école de Crolly de Bruxelles et qui, voyant la façon classique d'enseigner en France à l'époque, avait dit mais mes filles ne peuvent pas subir ça. Et donc à la sortie de la guerre, où tout bougeait, on pouvait innover à ce moment-là, ils ont donc dit on va créer une école de Crolly à Paris. Et en espérant qu'elle essaie, mais elle n'a pas essayé. Et donc c'était un hôtel particulier, les salles de classe étaient les pièces d'un immeuble en fait. Absolument. Alors Christine Ridard-Morlet, oui. Vous avez ces souvenirs vous aussi. Alors donc vous êtes la fille de René et Annette. Vos parents, ils n'ont pas voulu être directeurs de l'école. Ils l'ont créée, ils connaissaient, votre mère avait été à De Crolly en Belgique. Oui. Mon père avait son boulot et n'était pas, enfin à mon avis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il n'était pas vraiment de Crollien, papa. Mais c'était le rêve de maman, donc il s'était dit, on va faire ça pour ma femme, et puis il a très bien réussi, quoi. Lui, il était l'homme actif qui a tout mené au point de vue démarche et tout, et maman était celle qui mettait l'esprit, je pense, on peut dire. Un peu, c'est ça, oui. Et elle en parlait beaucoup, votre mère? Il y a presque ça. Non, il lui fallait une école de Crolly, quoi. Elle pouvait pas, la Belgique lui manquait, de Crolly lui manquait, donc elle n'était pas française. Et vous, quel souvenir vous avez alors donc Moi, j'adorais l'école. J'adore l'école, j'allais même à l'école en Belgique. Quand les vacances finissaient le 30 septembre en France, j'allais en mois de septembre à l'école de Crolly en Belgique. Tellement j'aimais ça. 1968. Le plus important pour moi, c'est que je sois heureuse. On est libre, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, si on a une rédaction à faire et tout ça, on est libre de choisir le sujet. Si on a une récitation, on choisit la récitation qu'on veut. Si on veut faire un texte... c'est le texte qu'on veut, le dessin, la même chose. Et puis qu'on a, par exemple, on a les classes vertes, c'est très bien. Et puis aussi, les récréations, elles sont plus longues que dans les autres écoles. Vous avez l'impression de travailler autant d'ailleurs? Non, on a l'impression de travailler beaucoup moins, mais je pense qu'on travaille autant sans s'en rendre compte. On travaille en groupe, puis alors sur le travail, on se pose des questions, on écoute l'autre, on réunit les idées, puis on essaie d'en tirer quelque chose. Entre nous, on a par exemple un groupe de tant de filles, tant de garçons, ça c'est comme on veut, on se met avec la personne qu'on aime bien et qu'on a envie de travailler avec. On est heureux de cette école quand même, alors moi j'aime bien. On peut peut-être prendre Je lis ma botte, on connaît les 3 voix. Attention, 1, 2. Sylvain Vagnon, Ovide de Crolly, c'est un médecin, un pédagogue. Alors c'est un médecin qui s'est intéressé aux enfants handicapés. Et il a créé une école en 1901 à Bruxelles qui s'appelle l'Institut d'enseignement spécial pour ces enfants handicapés, qu'il appellera d'ailleurs très vite des enfants irréguliers parce qu'il percevra très vite
que finalement la nature de l'enfant est la même, qu'il soit handicapé ou pas. Et donc en 1907, il crée une deuxième école pour enfants dits normaux, donc réguliers. Donc il était médecin et après il deviendra donc pédagogue et psychologue. C'est vrai que ces réflexions sont liées à une vision, on va dire, biologique des choses. Il y a beaucoup d'intérêt sur Darwin, sur l'évolution humaine. Et puis il y a aussi effectivement, du point de vue pédagogique, une démarche qu'on appellera une démarche scientifique, c'est-à-dire d'abord observer, partir de l'observation, c'est la clé de voûte en réalité de toutes les pratiques de crolliennes. Et puis ensuite de pouvoir associer, c'est le deuxième axe, c'est quelque chose d'assez important parce que le terme d'associer veut bien dire que quand on observe quelque chose, on a ses propres références, on a ses propres connaissances ou ses ignorances d'ailleurs, mais on va pouvoir associer par rapport à ce qu'on connaît. Et puis le troisième, c'est on exprime. Donc si on regarde cette démarche, c'est une démarche qui fondamentalement est une démarche scientifique. L'idée, c'est vrai que c'est pas que lui, c'est-à-dire tous ces pédagogues, on va dire d'éducation nouvelle, perçoivent qu'en vérité les apprentissages, pour qu'ils soient pris en compte, qu'ils soient efficaces avec un enfant, doivent venir aussi de lui. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, alors tout ne vient pas de lui, c'est clair, mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il agisse. C'est ce qu'on appelle des méthodes actives. La pédagogie de Crolli appartient à une grande famille des pédagogies actives, c'est-à-dire que toutes les activités qui sont proposées se font en agissant. Donc il définit 4 centres d'intérêt, qui le premier serait donc se nourrir, le second se protéger contre les intempéries, le troisième c'est se défendre et le quatrième qui est agir, travailler. Toute l'année, les apprentissages sont structurés autour, par exemple, de l'alimentation, de se nourrir, et on va faire des maths, du français, etc. Toutes les disciplines scolaires sont au service ici d'un centre d'intérêt. C'est important de ne pas cloisonner et d'empêcher qu'il y ait, par exemple, ces disciplines scolaires qui sont quand même, on le voit bien de façon assez claire, elles ont été construites, ces disciplines scolaires, mais elles n'ont pas une nécessité intellectuelle. Quand on pense quelque chose, on ne pense pas histoire, on ne pense pas français, on ne pense pas maths, mais on pense un peu l'ensemble. On réfléchit par ces différents axes. Et donc le fait même aussi de créer des centres d'intérêt donne aussi quelque chose, c'est-à-dire du point de vue de la méthodologie, de savoir où chercher quelque chose. Et ça sert toute la vie. Alors, on détache la capsule? Mais non, parce qu'on n'est pas dans la capsule quand l'hélicoptère attache la capsule, écoute. Comme ça, bientôt l'arrivée à la Terre. Baissez votre casque là. Louis Aquin, donc vous êtes un ancien de l'école de Crolli. Promo 58. Alors 58, c'est votre année de sortie. C'est mon année de sortie. Vous finissez la 3e à De Crolli. Il y avait un côté chaleureux et presque campagnard, puisque l'hôtel particulier dans lequel on était installé, dans un petit parc. Alors il y avait même des poules, des petits carrés de potager ou de fleurs, où justement on voyait la germination et l'évolution des plantes. Tout ça, ça me rappelait un petit peu mon enfance que j'avais passée dans le vieux Sarcelles, où mes grands-parents avaient un petit pavillon avec un jardin autour, dont ma grand-mère et mon grand-père s'occupaient très bien. Il y a une photo, je crois. Vous avez une photo, Louis Aquin. Effectivement, on voit un immeuble du 19e siècle, fin 19e, imposant, qui n'était pas tout à fait fonctionnel, par contre, pour faire un établissement scolaire. Mais à De Crolli, on a eu l'habitude de s'adapter à tout. Et justement, c'est une des qualités de l'école et de la méthode de Crolli, c'est de savoir tirer parti de beaucoup de choses pour faire avec. Alors, oui. Nous sommes dans la cour, Nicole Christophe, de l'école de Crolli. Voilà, alors une cour qui a un peu évolué, même beaucoup, puisqu'il y a eu des travaux. Mais il y a tout de même, une chose qui m'a frappée lorsque je suis revenue après quelques années, c'est qu'effectivement les portes sont fermées, qu'il n'y a plus un accès libre. Mais bon, c'est l'évolution de la société. Il y a le plan Vigipirate et voilà. Maintenant, ce qu'on a réussi quand même à préserver, c'est le fait d'avoir toujours des grilles avec vue sur la rue.
Une école ouverte sur l'espace du bois ici, urbain, voilà, ça c'est très important. Alors là actuellement, comme il y a eu des travaux, on ne voit plus la terre parce qu'on y tenait beaucoup. Les enfants jouent beaucoup dans la terre, ils font des tas de découvertes et ça c'est très important. Quel travail vous faisiez par exemple? Est-ce que vous avez des souvenirs soit dans le jardin justement, soit à Vincennes? Par exemple, chez les petits, on commençait très vite à aller faire des ramassages. C'est-à-dire que les enfants partaient toujours avec ou un sachet en plastique ou un sachet qu'on avait eu le temps de fabriquer pour mettre dedans ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de consigne. Et puis revenu en classe, on étalait tout. Et avec les enfants, chercher comment on allait pouvoir regrouper ce qui se ressemblait, même en conserver dans des boîtes, faire des collections. Mais dès les 3 ans, on partait au bois. Avec les grands aussi. Moi, tout à l'heure, on a évoqué les séances de pêche dans le ruisseau du bois. C'était aussi, une sorte de tradition dans l'école d'avoir, en primaire ou même en maternelle, des aquariums. Et ces aquariums, accueillaient des petits animaux proches. On n'allait pas y mettre ni acheter des animaux. Alors il y a eu la période des salamandres, mais il y en a eu de moins en moins, tritons, et puis larves de libellules. Moi j'ai assisté, on allait chercher les larves de libellules et j'ai assisté à la sortie de l'eau d'une libellule dans la classe. Donc c'était important parce que d'une part on allait dans le milieu naturel, on prélevait, mais on amenait dans les classes dans l'optique de soigner ces animaux, de les maintenir en vie, de faire des observations, des mesures. Ces animaux, on les laissait vivre en classe, mais ensuite on allait les ramener ou à la fin de l'année ou même avant, parce qu'il y a des animaux qui n'auraient pas supporté. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc, et il en sort un pélican lui ressemblant à une tonne à mort. Là, il y a 2 espèces. Une espèce criquet d'Égypte. 1978. Et criquet d'Afrique, là, ils sont tous les 2 migrateurs. Ça fait la 2e génération, là. Mais il y a eu beaucoup de morts, là, je sais pas. C'est pendant les vacances, ils sont pas bien nourris, c'est un peu embêtant. Là, on fait germer du blé à l'école, là. Ou bien, on va chercher dehors, là, il y a certaines herbes. Et on peut leur donner aussi d'autres branches, là, que je donne. On a 2 larves de libellule et puis on a un triton, là. Il avait un bras en moins, une patte en moins là, alors on l'a récupéré. Ça mange que du vivant. Il importe d'avoir dans la classe des plantes et des animaux dont les enfants puissent suivre le développement. Et ces plantes et ces animaux ne doivent être ni rares ni coûteux. Ce sont des notes qui avaient été prises par De Crolly, parce que De Crolly n'a jamais laissé un livre donnant une méthode pédagogique pour voilà comment s'y prendre. Mais il avait des tas d'observations et de pensées, de principes, de crolliens qu'il a écrits. Voilà. On avait beaucoup de souris de cochons d'Inde. Oui, on a connu les générations de cochons d'Inde, de lapins. Les cochons d'Inde, c'est un petit animal sympathique parce que il se blottit. On se fait pas mal avec un cochon d'Inde, ça mord pas. Non. Et qu'est-ce que ça a pu consoler, en quelque sorte, des petits, parfois. Absolument, le matin. Et puis si on avait un couple de cochons d'Inde, il y avait les petits qui arrivaient. Donc Claudine Vattini. Important aussi. Et puis on les pèse. Alors on les pèse avec quoi? Avec des craies. C'est pas plus compliqué que ça au départ, puisqu'on n'est pas d'abord dans les mesures naturelles, pas dans les mesures conventionnelles tout de suite. Alors on mettait le cochon d'Inde qui se laissait faire sans problème. Et puis alors il fait les petits, il fait deux bâtons de craie et une moitié de craie. Et et là on représente, ça fait un graphique et puis on le repèse. On surveille et du coup on a des représentations par graphique. Alors il arrive un jour que ces mesures avec les craies ne vont pas suffire pour d'autres choses à peser. À ce moment-là, on passera petit à petit aux mesures plus conventionnelles quand le besoin s'en fait sentir. Mais De Crolly, c'était d'abord les mesures naturelles. Combien de pas, combien d'enjambées, combien de... Si je mesure l'empan, l'envergure... Moi, je me souviens de mes dixièmes par rapport à quelque chose qui était grand ou haut. Ils avaient déjà une échelle au niveau de l'école. Il y avait Jean Billot à un institut qui était grand. Alors c'est plus grand que Monsieur Billot. Alors il y avait Monsieur Billot, il y avait
le rocher du Zoo, qui c'était encore autre chose, et la tour Eiffel. Alors là, quand on avait ces 3 étages-là. C'est quoi un empan? Alors, c'est l'écartement qui est entre le pouce et le petit doigt, oui. Et c'est comme ça qu'on mesurait. Oui. Alors les mesures n'étaient pas les mêmes selon les cahiers, Oui, selon la taille de la main, bien sûr. Oui, mais du coup, on fait l'empan médian. Chacun a son empan, donc si on fait tous les empans de la classe, on ne va pas avoir tout à fait la même chose. Donc on trouve l'empan médian qui va nous servir. Mais si on veut communiquer les mesures ou le résultat de quelque chose qu'on a fait à une autre classe, eux, ils ne vont pas avoir cette mesure-là. Donc c'est comme ça que petit à petit, on arrivait à dire, on va prendre une mesure conventionnelle où là, tout le monde est d'accord sur ce que ça signifie. Les petits trucs, regarde comme il avance vite. Et puis alors la classe est partout, pour continuer sur cette idée-là. Il disait à la cuisine, au jardin, à la ferme, à l'usine, à la carrière, au musée, aux expos, aux excursions. Et en voyage, bien sûr, parce qu'on fait beaucoup de classes vertes dans la pédagogie de Crowley. Oui. Alors, en gros, il y a une phrase qui est souvent dite, c'est la classe est un pis-aller. C'est-à-dire qu'en gros, oui, c'est bien une classe, parce que c'est un lieu, on se retrouve, etc. Mais dès qu'on peut, il faut essayer d'être en contact avec la vie et donc en contact avec l'extérieur d'une classe qui est quand même quelque chose d'un peu artificiel. Et donc effectivement, la nécessité d'un jardin, la nécessité souvent d'être à côté d'un bois, ce n'est pas c'est pas du tout un hasard, c'est voulu. Oui. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, on est à côté du bois de la Cambre, qu'à Saint-Mandé, on est à côté justement du bois de Vincennes. C'est une volonté des fondateurs. Ce n'est pas de Crowley, puisque l'école de Saint-Mandé date de 1945, mais ses disciples, en tout cas ceux qui ont créé l'école, et notamment René Morlet, a repris ici cette structure en essayant d'être à côté d'un espace, parce que les enfants y vont le plus possible, ce qui paraît exceptionnel à certains endroits pour des écoles d'aller une fois dans son environnement. Là, le fait d'y aller toutes les semaines, tous les jours, quasiment aussi entre midi et 2, fait qu'on a une relation complètement différente avec son environnement. René Morlet, il faisait quoi en fait? René Morlet, c'est un fonctionnaire en vérité avant-guerre, mais en vérité surtout c'est un résistant aussi, je crois. Alors voilà, c'est pour ça que la guerre va être importante, parce qu'il est résistant, il est extrêmement fort dans le scoutisme protestant. Et en 1945, donc la construction d'ailleurs de la première école à côté de celle que vous avez vue, mais enfin en tout cas avec des baraquements, sont faits par les éclaireurs protestants unionistes qui viennent construire pour lui. Il va recruter des enseignantes, la première qui est Vallotton et qui est une enseignante qui va rester jusqu'en 1968, donc 1945 à 1968, donc un poids énorme, et est une des chefs des éclaireurs unionistes ici. Donc il y a un réseau protestant, il y a un réseau résistant. Dans les archives, on voit comment il cherche un lieu par rapport à une forêt, etc. Enfin, il prend tous les critères, en tout cas, d'une école de Crowley. Puis ensuite, bien sûr, il joue sur ses relations pour pouvoir obtenir un espace. Voilà. Et le fait que sa femme soit aussi une ancienne de Crowleyenne de Bruxelles, ça a appuyé beaucoup, quand même. C'est-à-dire que là, il y avait des liens très forts avec Bruxelles. Bruxelles a aidé beaucoup à la création de cette école. Et puis, ils étaient soutenus aussi par Henri Vallon, qui est quand même un psychologue extrêmement important pour l'époque. Il a un poids, politique aussi. Les premiers élèves, on voit bien en tout cas que c'est dans cette mouvance que ça se retrouve. Mais en tous les cas, au début, c'est vrai que c'est les parents, je crois, qui payent le loyer de... Exactement, voilà. D'où son idée d'ailleurs de le rendre dans le public, parce que là, ça pérennise, parce que c'est pas aux parents de subvenir à ce genre de choses. Ils n'auraient pas réussi pendant très longtemps. Michel Debève, vous êtes un ancien enseignant de l'école de Crowley. J'y ai exercé de 1956 à 1958, puis je me suis absenté pour le service militaire et j'y suis revenu de 1961 à 1963. La première fois que je suis arrivé, j'ai vu cet ancien hôtel particulier qui n'était pas du tout une structure habituelle pour une école. J'ai été appelé avec la directrice de l'époque, qui était mademoiselle Vallotton, à pénétrer dans cet espace, à voir qu'en fait les classes, c'était tout simplement les salles de cet hôtel particulier, qu'elles étaient donc pour des classes relativement exiguës et que, ma foi, les élèves étaient quand même un peu tassés et très proches de l'enseignant. Alors vous étiez prof de maths ? C'est-à-dire j'enseignais non seulement les mathématiques, mais la physique, chimie et les sciences naturelles, ce qui permettait d'avoir tout un ensemble et d'amener les enfants à travailler sur ce plan pluridisciplinaire.
Le principe aussi de cette pédagogie de Crolly, c'est de fonctionner par projet. Ça fonctionne pas par discipline en fait. Je vais vous donner un exemple. Voilà, donnez-moi un exemple. Nous étions dans le cadre du thème du travail de Crolly. Et dans ce cadre-là, nous étions partis en direction, avec mon collègue de français, histoire, géographie, en direction, et les élèves, bien entendu, en direction de Cormeilles-en-Parisis. En ce temps-là, Cormeilles-en-Parisis était une carrière importante de la région parisienne, dans laquelle on extrayait le gypse pour en faire du plâtre. Et il y avait, bien entendu, l'usine qui se chargeait de cette transformation. Donc nous sommes allés sur place, on a vu les différentes strates, enfin c'est impressionnant, ça évoque tout le passé géologique du bassin parisien, on a vu des fossiles, les enfants fouillaient à droite à gauche, trouvaient des choses, les mettaient de côté, on va voir ce que c'est plus tard, etc. On est allé visiter aussi l'usine, on a vu quel était le travail des hommes, dans quel sens tout ceci pouvait se faire, et puis nantis de tout, y compris d'idées, de notes qu'ils avaient prises, de photos et puis aussi d'objets. Donc avec tout ça, nous sommes revenus et partant de là, le travail a été entrepris d'un côté en histoire, en géographie, sur le passé et puis sur la nature de ces sédiments. Et puis, on a travaillé aussi dans le domaine des mathématiques pour voir les problèmes de durée, dans le domaine du travail, quels étaient effectivement les rapports qu'il y avait entre les masses de gypse extraites, etc. Et on a fait aussi du travail dans le domaine des sciences naturelles, d'évidence, avec les fossiles. Ce que je veux dire, c'est que tout ça se faisait. Et ça ne se faisait pas par des cours magistraux, c'est-à-dire qu'on partait de ce qu'ils avaient trouvé, on essayait ensemble de savoir ce que c'était. Bien entendu, l'enseignant avait ses connaissances et pouvait ainsi guider dans les recherches, mais les recherches, les enfants les faisaient eux-mêmes. Et ça aboutissait à des exposés d'un élève ou de plusieurs élèves devant leurs camarades, et petit à petit, à la construction de la connaissance. Et ça, c'est une démarche d'activité de l'enfant qui, par rapport à l'époque, était tout à fait nouvelle. Ensuite, bien entendu, quand on avait construit une connaissance, il y avait des développements qui étaient des développements, cette fois, purement mathématiques. On vivait des temps dans l'abstrait. Quand on y était parvenu, on développait aussi à ce niveau. 1990. On est en train de faire cuire des poteries, comme faisaient les impressionnistes. En mettant des bouts de bois comme un tipi, et après on l'allume, puis on laisse cuire les poteries. Combien de temps? Jours, à peu près. Non, pas 2 jours, c'est... faut attendre que le bois est tout brûlé, faut qu'il soit tout brûlé, et puis après on met les cendres dessus, les braches dessus, et on les laisse refroidir pendant 2 jours. Progressivement, comme ça éclate pas tout de suite. Ça éclate pas. Alors Claudine Vattini, vous êtes une ancienne enseignante et directrice de l'école, à partir des années 60. 1963. Je suis arrivée ici après à la sortie de l'école normale. Je m'y retrouvais bien, moi. Moi, j'ai été élève jusqu'en 6e dans une école de Sologne, dans une classe unique. Et je sais pas, peut-être que tout ça fait à la campagne. Voilà. J'avais entendu parler de Crolly parce qu'on avait une formation vraiment où on nous parlait de tous les pédagogues. Donc j'ai découvert cette école. Ça m'a plu. Ça démarrait comment la journée à De Crolly? Ça démarrait pendant longtemps, tant que Mademoiselle Vallotton était là, ça démarrait par une chanson. Donc il y avait le long ce que j'ai connu, le long du bâtiment provisoire, il y avait une espèce de petit muret. Alors, on était rangés tous, de la 11e jusqu'à la 3e, et puis on chantait. Mademoiselle Vallotton, c'était vraiment la scout, quoi. J'étais connue dans un camp scout, mes parents et elle, donc ça faisait très ça, quoi. On avait les rangs, on chantait des petits chants. Par exemple, ding dong, la cloche sonne, ding dong, vite à courons, qu'il ne manque personne, et nous rirons, Moi, j'ai pas connu ces chansons-là, c'était plutôt au premier mois de l'année, que donnerais-je à mamie. Oui, c'est bien, gai, c'est gai d'être à Saint-Mandé, et oui, c'est joli d'être à De Crolly. Muon Vallotton, 1990. Alors, dans une école, je ne sais pas, moi,
j'ai vraiment dans une école nouvelle le sentiment que ce qui était très important pour l'école, c'était que d'une part, l'école soit une, et qu'on se sente une grande famille avec des petits, des grands. Et chaque matin, nous avions un rassemblement de toute l'école. Nous avons été jusqu'à 350, comme ça, en rang, par classe. On chantait. On disait ce qu'on avait à dire, les enfants disaient ce qu'ils voulaient dire, les classes donnaient quelques brèves nouvelles et puis ensuite chacun rentrait. Mais j'ai toujours trouvé que ce moment était très, très, très important. Marie-Alice Sartel, vous êtes une ancienne élève de l'école de Crolly, alors années 50, 54 exactement. Alors comment se fait-il que vos parents aient choisi, et vous, d'aller au collège Moi, j'ai rien choisi, mais j'étais très, 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 très heureuse. Mes parents étaient des instituteurs freinais à la base. Ils étaient intéressés par les méthodes nouvelles. Moi, je sais quand j'étais très, très mal en primaire, je détestais l'école, je n'étais pas bien dans ma famille. Plus ça allait, plus j'étais dans les dernières de la classe, et j'aimais vraiment pas l'école. Et ça a été, je pense, une des très, très, très bonnes choses qui me sont arrivées dans ma vie. Il y avait des thèmes qui étaient lancés par la directrice de l'époque qui s'appelait Mademoiselle Vallotton et qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Une dame massive, avec beaucoup d'autorité, qui faisait aussi le latin. Et elle avait lancé cette année-là, comme c'était les 10 ans, donc il y avait un thème qui était décliné en solidarité pour le collège, étudier la solidarité, et ensemble pour les petites classes, qui était la même chose, mais dit de façon un peu plus... Voilà. Et donc on travaillait là-dessus. Et alors quelque chose qui était très intéressant et très intelligent, je trouve, c'est que tous les lundis matins, on avait le choix de ce qu'on appelait notre club. Et comme ça, le lundi matin, au lieu de rentrer pour se dire à l'école, on rentrait en disant « Ah, je vais faire de la reliure, ah, je vais faire de la visite de musée, ah, je vais faire du handball ». On rentrait avec quelque chose qu'on avait choisi et qui changeait. Et qui durait une semaine? Qui durait un trimestre. Pendant un trimestre, on visitait des musées tous les lundis matins, si on avait choisi ça. Moi, c'est ce que j'avais choisi souvent. Après, j'ai choisi aussi autre chose, on faisait des dessins. Alors, c'était en beaucoup plus petits groupes, et ça nous donnait beaucoup d'appétit pour le lundi matin. T'aimes pas le poisson? C'est bon, hein? Tu l'as goûté au moins? Tu te lèves et t'accompagnes. Mais non, pas là, ma belle. Tu vas aller aux toilettes? Bien sûr. Moi aussi, je vais aller aux toilettes. Oui, mais tu reviens tout de suite. Est-ce que la cantine était aussi un lieu participatif? Tout à fait, vous y êtes. C'est-à-dire qu'il participait à la fois au fait de préparer la table et au fait de la débarrasser. D'autant qu'il y avait peu de personnel pour s'occuper de préparer les repas, et donc il fallait aider, quoi. C'était bien. Michel Daubet. L'atmosphère, la discipline, c'était toujours quelque chose qui était régulé par les enfants. Et je me souviens, nous étions appelés les uns après les autres à aller participer à ça. Et quand on y allait, quand il y avait un problème, eh bien, celui qui était là et qui voyait que le brouhaha s'accentuait et que l'atmosphère devenait un petit peu agitée, levait la main, simplement, il levait la main. Oui. Et il attendait. Et les enfants, petit à petit, regardaient et à leur tour levaient la main. Et puis, tout s'apaisait. Et on repartait. Il n'y avait pas de discipline coercitive, bien entendu. Quand il y avait des difficultés, on s'expliquait, on discutait, et les jeunes, les enfants, les adolescents avaient la parole. On réservait un temps chaque semaine, alors je sais plus quel était le temps, peut-être était-ce 1 heure, je sais pas quoi, où il s'agissait de ça. C'est-à-dire, bon, alors allez-y, quel problème? La vie de la classe, la vie de l'école, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ils pouvaient exprimer tout ce qui, à leurs yeux, apparaissait comme important, en positif comme en négatif. Et cette capacité, entre autres, qui me paraît particulièrement importante, à présenter à d'autres quelque chose qu'on connaît bien, savoir bien trouver les articulations, réaliser l'architecture qui va permettre que les interlocuteurs comprennent. Ça, c'est important. Tout autant que le fait d'avoir un vocabulaire ou une grammaire qui soit performante.
1968. Jean-Marie, il y a certains problèmes que l'on ne doit pas discuter avec des professeurs. Nous, il a personnellement là, ce professeur a beaucoup trop d'influence, je trouve. Sur nous, beaucoup trop. On propose quelque chose, non, c'est pas bien, et tout le monde dit exactement ce que dit le professeur. Et ça, je trouve, c'est tout à fait déplorable dans un conseil de classe, qui est un règlement de problèmes entre enfants d'une classe. Dans la classe de 5e, on a tout à fait le droit de faire sortir le professeur, et à ce moment-là, on parle entre nous. On dit au professeur, on a un problème à discuter entre nous sans que vous soyez là, et on le fait sortir, on discute. Des conseils d'enfants, mais vous avez tout à fait le droit d'en faire autant que vous voudrez, mais en dehors de l'école. Non, alors là, je suis pas d'accord. Vous avez un conseil que vous appelez conseil de maître, où dans certains cas, les élèves sont admis. Permettez-moi de dire à mon tour que nous avons un conseil qui s'appelle conseil de classe et où dans certains cas, les professeurs ne sont pas admis. Bon, il y avait un peu de vote, il y avait des discussions de classe, il y avait aussi un conseil d'école où on était délégué et on allait ensuite répercuter à notre classe ce qui s'était passé dans le conseil. Alors j'étais souvent déléguée, mais alors moi j'avais un très mauvais esprit quand même à De Crolly, et je persiflais. Alors après je me faisais gronder parce que je persiflais, parce que en même temps on adorait cette école, mais on n'était pas dans une adhésion béate, on n'était pas témoin de Jéhovah ni tout ça. Donc moi j'ai fait des tas de conneries, je me suis fait gifler au moins 3 ou 4 fois à De Crolly par Monsieur Boulade d'abord et Mademoiselle Vallotton ensuite, parce que je faisais des trucs qu'on ne doit pas faire, mais en même temps on était vivants quoi. Et c'était pas humiliant. Moi, je me souviens que je harcelais avec ma meilleure amie, je harcelais un pauvre anglais qui s'appelait Crompton en l'appelant Crouton, et on n'arrêtait pas de l'embêter. On piquait des fous rires hormonaux terribles. Enfin bon, la directrice nous a convoqués et nous a dit que c'était un comportement de petite, et elle nous a fait passer à chacune une journée dans une classe de petites. Voilà, ça nous a servi de leçon. C'était pas humiliant donc, et c'était pas non plus une punition absurde. Ça avait un sens. C'est vrai qu'à Saint-Mandé, il y a des conseils, ce qui se retrouvent aussi dans la pédagogie Freinet. Sylvain Vagnon. C'est pas simplement des moments où, quand on a un problème, on va essayer de le régler. C'est quelque chose qui revient de façon hebdomadaire et qui est un travail important. Et ça se retrouve dans d'autres écoles de Crolly, où là, on a encore quelque chose de plus institutionnalisé, parce que ce sont des écoles privées qui peuvent se le permettre. Et je pense là à Barcelone et à Bruxelles, où on a ce qui s'appelle des capitaines et des états généraux, non pas pour créer la révolution, mais simplement qui permettent aux élèves d'amener en tout cas des revendications vers les adultes. Alors pour les enseignants, c'est à la fois passionnant, mais c'est aussi un sacré travail, Sylvain Vagnon, parce que ça veut dire beaucoup aussi de travail en collaboration. Enfin voilà, une école de Crolly, c'est une équipe. C'est vrai que ce qui est une nécessité, c'est de travailler en commun, c'est de partager, d'échanger beaucoup, et de travailler en équipe, et de multiplier d'ailleurs les activités qui vont faire qu'on va travailler en équipe de façon obligatoire. Par exemple, je pense aux activités comme le théâtre ou le jardinage. Ça nécessite qu'on se retrouve, qu'on ait les mêmes préoccupations et de connaître un petit peu ce que fait l'autre. On ne peut pas travailler chacun de son côté, et ça c'est voulu. C'est un investissement important et une vigilance de tous les instants, parce qu'il y a quand même toujours une routine qui peut se mettre en place, et il faut essayer de lutter contre cette routine pour justement toujours apprendre, en tout cas des choses nouvelles, d'arriver de nouveaux enseignants qui doivent à la fois apprendre les fondements en tout cas de cette pédagogie et puis ensuite la pratiquer. Il y a un vrai système en tout cas qui est proposé. Nicole, Christophe. Moi, ça a été très précieux pour moi parce que j'arrivais d'autres écoles, j'avais un autre vécu, j'avais envie de venir ici mais je ne savais rien, et c'est vrai que les collègues m'ont énormément aidé à me donner effectivement des pistes ou simplement à discuter sur la manière dont les enfants se comportaient. Quand je suis arrivée, effectivement, on a pu me dégager un petit peu de temps au moment de la récréation, parce qu'on n'avait pas, tous les enseignants n'allaient pas en récréation en même temps. Moi, je profitais pour aller dans une classe d'un autre enseignant ici qui était là depuis longtemps et qui pouvait que je voyais faire, parce que ça c'est très important de voir faire. C'est pas simplement du discours ou de l'échange entre adultes, de voir quelqu'un qui agit sur le terrain, les échanges avec les enfants, la manière dont les enfants circulent dans la classe, ce qui était permis. C'était très important pour moi parce que quand on arrive ici, on peut être complètement déstabilisé. Au niveau par exemple de la discipline, est-ce que je laisse tout faire ou beaucoup? On est toujours un peu sur le fil du rasoir, et c'était très important pour moi de voir un enseignant qui était dans l'école depuis pas mal de temps. Ça ne voulait pas dire que j'allais l'imiter, mais je
Voilà, je voyais quelqu'un d'autre. Bon, moi j'ai beaucoup écouté au début, parce que moi je sortais de l'école normale, on m'avait appris à faire certaines choses. Bon, c'est vrai que quand Mademoiselle Verleton m'a emmenée dans cette classe de 10e, puisque j'ai commencé en 10e, et qui m'a dit, c'est simple ici, il n'y a pas d'emploi du temps, il n'y a pas de... Enfin, il n'y avait pas, et je me suis dit... Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, je sais faire que... Bon, fort heureusement, à côté, j'avais Gabriel Barbeau qui avait la 11e et puis Alain Fouliard de l'autre côté. Et j'ai beaucoup écouté, j'ai fait ce que je savais faire au début, forcément. Bon, j'ai pas du tout écouté les conseils de l'inspectrice d'alors, qui était un des profs de l'école normale d'Auteuil, puisqu'on dépendait de l'école normale de garçons, qui m'avait dit, c'est pas compliqué. Vous faites du français et des maths le matin, du De Crolly l'après-midi. Et les animaux, quand même, c'est mieux. Alors, on avait un tout petit couloir dans le bâtiment. Vous mettez une étagère et vous les mettez sur une étagère dans le couloir. J'ai rien dit, j'ai écouté, j'ai fait. Anna, tu veux voir notre construction? Alors, faites voir. Vous avez fait tous les deux? Oui. Et Bastien nous a un peu aidé, mais à la fin, il s'est longtemps. C'est une petite maison? Oui. Et là, c'est quoi? Là, ça, c'est le robinet. Le robinet. Ça, c'est le robinet. Et là, c'est le miroir. Ça, c'est le savon. Ça, c'est le baie vitré. C'est quoi, c'est là? un miroir. Ça aussi, c'est un miroir. Ah, un miroir aussi. Ah oui, avec le robinet dans la salle de bain. Non, ça va pas là, Paul. Ça va là. Faire plus joli. Tu vois? Bon, les garçons, vous reprendrez votre construction plus tard. C'est l'heure de la récréation. Allez-y. Vous avez réussi, Marjane? Florence Beaujou, alors vous êtes enseignante encore à l'école de Crolly, au Oui. collège. Voilà. Moi, je suis parmi celles qui sont là depuis le plus longtemps actuellement. Je suis rentrée en 1981. Quand je suis arrivée, moi, j'ai trouvé que les gens avaient beaucoup de disponibilité. C'est-à-dire que c'est un endroit où c'est pas parce qu'on a lu. Il y a très peu de choses, de toute façon, directement de Crolly. Même qu'on a lu aussi des comptes rendus d'expériences menés par des enseignants et qu'on va vous faire lire, que vous allez tout comprendre. En fait, c'est quand même, comme les enfants, il y a des choses qu'ils apprennent en faisant. Et bien, les enseignants, il faut qu'ils apprennent en faisant. Et ça peut pas se faire rapidement, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses qui sont pas écrites, de règles qui sont pas dites et qui sont d'une évidence parce que c'est des règles souvent de bon sens. C'est sûr qu'il faut donner du temps, pouvoir être disponible vis-à-vis des enfants. À plein de moments, on a peu de temps libre. On a aussi chacun des tâches à faire en plus de ce qu'on peut appeler enseigner en classe. Donc on prend en charge quand même une partie de la gestion de l'école. Par exemple, on organise des mercredis visiteurs, soit des parents, soit des professionnels qui peuvent être enseignants, éducateurs, en formation ou déjà formés. Et on est là pour répondre aux questions et leur montrer aussi les locaux. Bon, ça par exemple, c'est un temps qu'on donne et je pense pas que ça existe ailleurs. La gestion de l'école, c'est des choses aussi beaucoup plus basiques. Ça peut être, il y a des gens qui sont responsables des commandes. Il y en a qui sont responsables de maintenir le matériel en état. Il y a recevoir les futurs parents. Et ça aussi, ça prend pas mal de temps. Il y a l'association des amis de l'école de Crolly, donc qui regroupe parents et enseignants. On peut faire partie aussi de commissions. Bon, ça sert aussi des heures en plus. Bon, alors, les enseignants qui ont des projets dans d'autres établissements, il y en a partout. Mais là, c'est tout le temps. Et c'est pour tout le monde. Enfin, c'est-à-dire, c'est là, en fait. Souvent, ailleurs, ça va être à titre individuel. Ou parmi toute l'équipe, il y en a 2-3 qui ont un petit projet. Là, il y a des choses que nous, on fait tous les ans. Et tous. Et là, c'est un gros changement, je trouve, que par rapport, dans le sens où il y a une sorte d'unité, de cohérence. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a intéressé au départ. De se dire, on n'est pas qu'enseignant dans sa classe, on fait partie d'un lieu de vie. Et dans ce lieu de vie, si on demande aux enfants d'être responsables et de prendre en charge des choses, il faut que les adultes y aient le même pendant. Tu disais que tu avais des inquiétudes pour rentrer au lycée. Tu vas rentrer au lycée, c'est ça, l'année prochaine, hein? 1968. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est vraiment faible à côté des autres qui sont dans les lycées? Dans une éducation, c'est pas le problème c'est pas ce problème-là qui est capital. J'ai l'impression que si on t'enseigne des choses à l'école de Crolly, c'est pas uniquement des matières qu'on t'enseigne. C'est une manière d'aborder tous les problèmes qui se poseront à toi dans la vie. Qu'est-ce que tu attends d'une éducation? Est-ce que tu attends un papier qui te servira comme une monnaie, c'est-à-dire un diplôme comme une monnaie dans la vie, ou bien est-ce que tu attends de pouvoir dominer tout ce qui t'arrivera dans la vie, de pouvoir être responsable de toi-même, de pouvoir
Être libre, tant pis pour le mot, enfin. Moi, je préfère arriver dans les études et avoir mon baccalauréat que de suivre les études, que les idées qu'on m'a enseignées. Et ton baccalauréat, ça te servira à être un homme. Bon, mais De Crolly, c'est le but pour De Crolly. Former des hommes. C'est pas former des gars qui ont leur baccalauréat. De Crolly, ça s'en fiche, ça de ça. À vous, attention, 2 fois. 1, 2, 3, 4. Ces enfants, donc alors d'abord, ils font un cycle complet, généralement, hein, de la maternelle à la troisième, oui, c'est ça. La maternelle à la troisième. La maternelle à la troisième. Et puis alors ensuite, c'est vrai qu'ils vont dans un lycée. Il n'y a pas de lycée de Crolly. Non. C'est sans doute regrettable. Peut-être qu'on aurait pu réussir quelque chose qui aurait facilité la vie de ces anciens élèves que je retrouve là et qui me racontent un peu comment ça s'est passé par la suite. Disons qu'on avait de bons résultats à la fin de la troisième, mais en ce temps-là c'était le BEPC, ça se passait bien, mais dans l'admission en seconde, il y a eu des fortunes diverses. Certains des élèves ont eu du mal à s'adapter. En fait, on le savait parce qu'on essayait de les suivre justement pour les aider à s'adapter. On l'a fait quelques fois sur un certain nombre d'entre eux, mais ça n'a pas été général. Et sans doute leur est-il fallu pour que on puisse assurer cette adaptation progressive à un système différent. Ils avaient sinon les connaissances nécessaires pour suivre, mais ils n'étaient pas habitués à l'enseignement magistral. Jean-Paul Morlet, alors vous êtes allé dans quel lycée, vous, du coup, un lycée public Oui, un lycée public, Paul Valéry, de 64 à 66, les 3 années de lycée. Et ça a été difficile ou pas, alors, l'adaptation ? Oui, c'était difficile. Alors, qu'est-ce qui était difficile ? Les méthodes, d'abord une certaine discipline, une autre relation au professeur, le nombre d'élèves dans la classe. En terminale, on était 50. J'étais bon élève à la fin de l'école ici et j'ai failli doubler la seconde. Je me souviens, mais là c'est au collège, au niveau mathématiques, et ça m'a beaucoup frappé quand j'étais passé au lycée, c'est que mathématiques, le professeur nous donnait une question à résoudre, chacun essayait tout seul, et ensuite on mettait en commun les résultats, et à partir des résultats, le professeur nous disait vérifiez si dans d'autres situations c'est vrai aussi. Évidemment qu'on y arrivait, et après on va en faire un théorème. On construisait ensemble, rédigeait ensemble le théorème. Quand je suis passé au lycée, j'ai été très bon en maths, je suis devenu nul, parce que le professeur mettait bien sûr le théorème, il le démontrait au tableau, et après un exercice. Et moi, j'ai pas compris qu'on fasse comme ça, à l'envers. En fait, à chaque fois, il fallait trouver l'origine, inventer. Voilà, découvrir soi-même. On entrait dans le mécanisme, et du coup, le théorème était évident, puisqu'on l'avait démontré nous-mêmes. Mais on est bien préparé parce que, à ma grande stupéfaction, j'ai eu le prix d'excellence en terminale. Alors que je ne savais même pas encore qu'il y avait des prix à la fin d'année. Oui, parce que le mode d'évaluation à De Crolly, c'est pas les notes, il n'y a pas de classement évidemment. Voilà, et surtout les classements, c'est quelle drôle de chose. Et donc du coup, vous avez eu votre bac, Jean-Paul Morlet, et vous dites que vous étiez armé. Alors qu'est-ce que vous a apporté justement l'école de Crolly Un exemple, dans le premier ou le deuxième mois au lycée, le professeur interrogeait les élèves, il se levait, il se mettait debout, et puis quelquefois quand il n'arrivait pas à répondre, on demandait à la classe, moi je lève la main. Et à la sortie, il y en a 4 qui m'entourent qui disent « tu fais plus ça, plus jamais ». Parce qu'évidemment, si on répondait, on montrait que l'autre était mauvais. Et comme c'était noté, j'ai été stupéfait, évidemment j'ai obéi. Et bien un peu plus tard, en histoire, le professeur dit « est-ce que quelqu'un va faire un exposé sur la résistance ?» Puis je vois que personne, je dis « moi ». Et les autres me regardaient avec stupéfaction. Alors que faire un exposé, c'est dans la nature des choses. Et là, non, c'est surtout pas prendre de risques. Pas prendre de risques, ne rien faire, et puis parler à l'oral aussi, c'était compliqué. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est des beaux souvenirs quand même. La société avant la Révolution. À l'époque, il y avait 3 sortes de personnages. Il y avait les nobles, le clergé et le tiers-état. La noblesse, c'était des gens de la cour, comme ducs, barons, marquis, c'était des gens comme ça. Le clergé, c'était des gens d'église, comme évêques, prêtres, vous voyez, toute cette catégorie de gens qui ne payaient pas d'impôts et qui recevaient des bourses du roi, comme les nobles, mais qui étaient bien sûr dans l'église. Et le tiers-état comprenait tous les Français. Tous les Français. Et le tiers-état n'avait rien et il payait tout.
c'était pas tellement agréable, mais il fallait toujours payer de l'argent au roi. Si les gens ne voulaient pas travailler pour les nobles et le clergé, qu'est-ce qu'on leur faisait? Je pense qu'on ne peut qu'être heureux d'être passé par là. Louis Aquin. Ça a été mes 3 bonnes années de scolarité, bonnes au sens où j'étais heureux, où j'ai appris des tas de choses, sans avoir l'impression qu'on me bourrait le crâne. D'informations que vous devez Non, recracher. et puis ce qu'on apprend, on le découvre, et le résultat, ça reste. Alors que quelque chose qu'on apprend par cœur, si on ne le récite pas tous les 8 jours, on finit par l'oublier. Hein. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait qu'une école de Crowley en France. Alors bon, il y a d'autres écoles à méthode moderne et avec une meilleure participation des enfants que dans l'enseignement traditionnel. Mais ça pourrait, je vois pas pourquoi ça se développerait pas. Alors peut-être pour terminer, Sylvain Vagnon, il y a une école de Crowley à Saint-Mandé, une à Bruxelles bien sûr, hein, c'est l'école d'Ovide de Crowley qu'il a fondée lui-même, une à Barcelone, mais voilà, il n'y en a pas tant que ça. Alors oui. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses et c'est une réelle question parce qu'on voit aujourd'hui par exemple que le mouvement Montessori, lui, crée énormément d'écoles. Oui, ça fonctionne bien. Hein, ça fonctionne non seulement bien, mais c'est-à-dire qu'on voit que chaque mois, hein, on a des créations, des volontés de création. Là, ce qui se passe, c'est pour ça que je vous mets un peu la parallèle, c'est que effectivement, on a des écoles, ici, qui se reconnaissent dans la pédagogie de Crowley. Il y en a en Belgique, et notamment, je pense à une très précise qui s'appelle l'école Ahmed, et qui a été créée par l'ancienne directrice de Crowley Bruxelles, donc en 1934, et c'est une école qui existe encore. Il y en a d'autres, il y a tout un réseau, en tout cas, d'écoles qui se veulent de Crowleyennes en Belgique, mais c'est vrai que ça fait très peu. Et ces écoles qui se sont créées, elles se sont créées en lien effectivement avec Bruxelles, mais sans créer par exemple un centre de formation, ce qu'a fait le mouvement Montessori, qui a créé un réseau international, où il y a une formation, il y a une structuration. Là ici, chez de Crowley, il n'y a pas eu ça, il a cherché quand même à la fin de sa vie à expliquer aux enseignants sa pédagogie, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu un centre de formation structuré. Et ça, évidemment, au moment où vous voulez s'aimer des nouvelles écoles, c'est un peu complexe. Vous devez aller sur place, observer, regarder ce qui se passe, et c'est pas toujours si simple de comprendre, en tout cas, le fonctionnement d'une telle pédagogie. Évidemment, la grande difficulté aussi, c'est qu'avec tout ce qu'on vient de dire, c'est que ça ne peut pas être fait dans une classe. Ça, c'est une grosse question, toutes ces pédagogies. Chez Freinet, ils ont décidé de dire si on peut être un enseignant Freinet dans une classe au sein d'un établissement qui ne l'est pas. Mais au sein des écoles, du mouvement de Crowley ou Montessori, on voit bien que c'est impossible. La façon de fonctionner est tellement différente du système classique qu'évidemment, il faut qu'il y ait un ensemble, c'est-à-dire que ça soit une école entière. Évidemment, c'est plus difficile à créer que si c'est par rapport à une individualité. Quand on écoute, on essaye de comprendre, on note, et c'est un peu vague. Tandis que quand on dit de la causerie, je trouve que c'est plus agréable. Et ça dépend quand même des sujets. Parce que moi, je préfère des fois écouter une causerie quand elle est bien, que d'en faire une. Mais aussi, il y a d'autres fois où je préfère quand même faire ma causerie. Ceux qui sont intéressés, ils s'intéressent vraiment à la causerie, ils posent des questions et tout ça, tandis que les autres sont bien obligés de faire un compte rendu quand même, parce que il faut que laisser une trace de la causerie. Merci à Florence Beaujoux, Nicole Christophe, Michel Daubet, Louis Aquin, Marie-Alice Sartel, Christine et Jean-Paul Morlet, Sylvain Vagnon et Claudine Vattini. Merci également à Françoise Delahaye, actuelle directrice de l'école de Crowley. Prise de son, Hélène Langlois et Clément Berman. Mixage, Pierre Monteil. Avec des extraits des documentaires L'école de Crowley à Saint-Mandé, de 1968, Des animaux à l'école, de 1978, et École à prendre, de Yolande Robveil, 1991. Un programme pour la vie, L'école de Crowley. Un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Anne Fleury. Demain, nous continuons notre série consacrée aux pédagogies nouvelles en nous intéressant à la Première Guerre mondiale et au rôle qu'elle a joué dans l'invention ou la réinvention de certaines méthodes d'éducation.